Professeur René Galissot, enseignant à la faculté des lettres et à l'Institut d'études politiques d'Alger à l'Indépendance, enseignant à sa fondation à l'École nationale d'administration d'Alger, professeur émérite d'histoire contemporaine, Université de Paris, ancien directeur de l'Institut Maguerre-Eurat, ancien directeur de la Revue internationale de synthèse en sciences sociales, l'homme et la société. La thèse d'état du professeur Galissot, soutenue en 1988, traite de la question nationale et coloniale, le nationalisme historique. Le professeur Galissot et les deux derniers ouvrages parus, le Maghreb, parole pour votre intercession. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Parler en français a au moins l'avantage de montrer que le travail historique en français peut être critique de l'histoire de la colonisation. Le travail intellectuel, en effet, n'a pas à se soumettre au diktat de l'État et je vais donc tenter un exercice d'histoire, de reconnaissance des contradictions coloniales et de l'action coloniale à travers l'itinéraire du sous-préfet de Guelma, André Achiari. Et l'histoire coloniale est en même l'histoire coloniale française, est en même temps l'histoire nationale algérienne. Vous comprenez la profondeur, en quelque sorte, de ces contradictions. Alors, André Achiari, le sous-préfet de Guelma en mai 1945, a un itinéraire qui n'est pas unique. Il a commencé dans les jeunesses socialistes, dans les jeunesses de la SFIO, à Alger, dans les années 30. Et comme chacun le sait, il a terminé attentat, le premier grand attentat que l'on pourrait dire terroriste. Et André Achiari ensuite et qui révèle les contradictions de l'histoire coloniale française, y compris à gauche. C'est pourquoi j'ai fait mon intervention. Alors, je parlerai d'abord du milieu d'André Achiari, du milieu familial d'André Achiari, ensuite de ses premières activités de torture, ses premiers actes de torture, dans la période des années 1940-42, et ensuite je montrerai comment il a pu être le bourreau de Guelma, couvert par l'histoire française, par ceux qui ont écrit l'histoire coloniale française, et notamment grâce à la couverture que lui a procurée le gouverneur général de l'époque, qui était Yves Châteliot, lui aussi membre de la SFIO. Alors, cette histoire, mes deux derniers ouvrages sont en réalité les deux ouvrages qui viennent d'être publiés aux éditions Barzac à Alger, et c'est de ces ouvrages que je vais tirer mon exposé sur André Achiari. Un des ouvrages est ce qu'on appelle le dictionnaire biographique du Bourbon ouvrier, dans lequel il y a la notice André Achiari, puisqu'il a été aux jeunesses socialistes. Il y a aussi la notice Léon Achiari, son père, qui a été un instituteur, même responsable de la SFIO en Algérie et ensuite en France. Et il y a surtout la notice que je crois, j'ai oublié de faire reproduire, enfin que vous trouverez dans le livre, qui est la notice Yves Châteliot, qui raconte en quelque sorte comment le gouverneur général a géré, si l'on peut dire, le massacre du Constantinois en 1945. L'autre ouvrage s'appelle Algérie colonisée, Algérie algérienne, la République française et les indigènes, pour montrer que la colonisation est non seulement fondée sur la conquête, est fondée sur des rapports de force, mais est fondée sur des rapports d'inégalité, sur une discrimination qui refuse les droits civils et les droits civils à la société colonisée. Donc,
c'est pour bien que vous montrer quelle histoire coloniale on doit faire aujourd'hui en reprenant en quelque sorte ces rapports inégaux sur lesquels était fondée la colonisation. Alors, le milieu familial d'André Achiari. Le père Léon Achiari était, pour devenir instituteur, si je puis dire, pour être titularisé instituteur, a quitté sa région française des Pyrénées, entre le pays qu'on appelle le Béarn et le Pays Basque, et est venu en Algérie avant 1914. Et il est venu en Algérie en passant dans ce qu'on appelait la section spéciale française, c'est-à-dire les instituteurs, les candidats instituteurs qui venaient de France, suivaient une formation à l'école normale de la Bouzaréa, comme on disait à l'époque, et ensuite étaient envoyés dans les écoles du bled pour devenir instituteur titulaire et faire une carrière d'instituteur. Alors qu'à l'école de la Bouzaréa, comme vous devez le savoir, parce que l'importance des instituteurs est très grande dans l'histoire du mouvement national algérien. Et à l'école normale de la Bouzaréa, il y avait deux sections. La section française, pour les Européens d'Afrique du Nord, si l'on peut dire, et la section indigène, qui était subordonnée. Il faut savoir que dans les écoles, un instituteur indigène était sous la tutelle d'un instituteur français. Et cette histoire a duré jusqu'au bout, si je puis dire. D'une façon hypocrite, en 1951, on a appelé le secteur indigène catégorie B et on a appelé le secteur français catégorie A. Vous vous rendez compte de l'hypocrisie de la République? Évidemment, dans les années 1950, tout ça a été emporté par l'espèce de rattrapage de scolarisation qu'a voulu faire notamment le gouvernement de Gaulle à travers le plan de Constantine. Mais l'inégalité, la subordination, la discrimination parmi les instituteurs a duré jusqu'à la fin. On vous rendez compte, c'est là qu'on voit ce que signifie le mot indigène. Puisque le mot indigène, ça vous met dans une catégorie qui est en quelque sorte subalterne par rapport à la catégorie des instituteurs français. Et alors, j'évoque précisément ces instituteurs, et à plusieurs reprises, je vous montrerai qu'on ne peut pas tous les mettre dans le même sac, qu'il y a des courants différents parmi ces instituteurs français. Pourquoi j'évoque? Parce que le père Léon Achiari, parce que c'est un itinéraire qu'on pourrait appeler colonial français. Léon Achiari était marié dans une famille militaire française dont la femme avait fait notamment un séjour en Indochine coloniale française. Et ça représente en quelque sorte un itinéraire d'instituteur à la faveur de l'enseignement dans le domaine colonial, c'est-à-dire en Algérie. Alors, Léon Achiari a été instituteur dans plusieurs postes en Kabylie. On ne connaît pas ses activités vis-à-vis, si je puis dire, du mouvement parmi les colonisés. Ce que l'on sait, c'est qu'il est devenu un responsable SFIO, et quand il sera à Alger dans les années 30, au début des années 30, il sera même responsable, dirigeant de la fédération SFIO d'Algérie. Et son fils, depuis le lycée d'Alger, donc André Achiari, fait ses débuts, si je puis dire, aux jeunesses socialistes, aux jeunesses de la SFIO, qui s'organisent précisément dans les années 30, principalement à Alger, et principalement avec des anciens élèves de l'école de la Bouzaréa. Même des réunions des jeunesses socialistes se passent à l'intérieur de l'école normale de la Bouzaréa. À l'école normale de la Bouzaréa, je dois dire aussi qu'en 1931, il y a la formation d'une cellule communiste. Vous voyez que tous les socialistes, que tous les instituteurs ne sont pas, instituteurs français ne sont pas forcément dans les mêmes groupes. Léon Achiari, le père, ensuite rentre en France et va faire retraiter. Les instituteurs sont retraités très tôt, et retraités
il va faire une véritable carrière politique à la SFIO dans le sud-ouest, et il sera plusieurs fois candidat aux élections à Toulouse. Il sera un personnage très important de la SFIO du Midi de la France. Et au moment de la guerre, il participe au réseau, à l'organisation des réseaux socialistes de résistance, et c'est ainsi qu'il se trouve à Paris pour cette activité clandestine contre le régime de Vichy et contre l'occupation allemande. Et il est arrêté en 1942. Non, il n'est pas arrêté. Il réussit à s'échapper quand la police arrive. C'est sa femme qui est arrêtée. Parce que sa femme était restée pour brûler les papiers. Vous voyez le dévouement, somme toute, qui est plus grand du côté de cette femme et qui va lui valoir de mourir en déportation. Je dis tout cela, c'est pour que vous compreniez bien que André Achiari, c'est aussi une forme de patriotisme français. C'est un patriote français, membre des jeunesses socialistes, et c'est un patriote français anti-allemand. Et ça, il le restera. Et il le restera même quand, à partir de 1934, il devient commissaire de police. Après, il est soutenu dans sa carrière, il entre dans les services, comme on dirait aujourd'hui, pour être très clair. À partir de 1936, il fait partie de la sûreté du territoire du département d'Alger, et il va avoir des postes dans les services de sécurité. Et en 1939-40, il participe aux arrestations de collaborateurs de l'Allemagne en Algérie. Et c'est probablement là qu'il a exercé ou qu'il a supervisé les premiers actes de torture. On l'accuse, on n'a pas la documentation absolument certaine, mais les témoins ont apporté leurs souvenirs. Il a probablement participé à la torture de collaborateurs de l'Allemagne en 1939-40. C'est pour vous montrer sa ligne patriotique française qu'il faut suivre ensuite jusque dans ses extrémités et jusque dans sa participation à l'OAS. Donc, à partir de 1940 et du régime de Vichy, du régime du maréchal Pétain qui a la tutelle sur l'Algérie, avec le général Fégan, à partir de ce moment-là, comme homme des services, en quelque sorte, il joue double. Il collabore encore avec les services officiels du gouvernement général, en même temps qu'il se lie aux services de renseignement qui sont rattachés à Londres, c'est-à-dire à l'entourage du gouvernement de la France libre du général de Gaulle. Et il est plus exactement rattaché à deux réseaux de services de renseignement, qui est le réseau du socialiste Paul Schmitt. Et ça, c'est un autre exemple de notice qui est dans le dictionnaire. Paul Schmitt, c'est un grand socialiste SFIO d'Algérie. Paul Schmitt a été l'organisateur du journal, le premier journal à la fois progressiste et partisan du Front populaire et du Congrès musulman, qui s'appelle Oran républicain. Et ensuite, Paul Schmitt est venu à Constantine pour essayer de lancer le journal Constantine républicain, qui n'a pas été lancé. Mais Paul Schmitt avait, entre-temps, collaboré à la fondation d'Alger républicain. Et ce socialiste de Paul Schmitt, à partir de 1944-45, sera le gérant d'Alger républicain dans la première partie d'Alger républicain reconstituée avant qu'Alger républicain passe sous la direction d'Henri Alleg et dans l'orchestre de l'agence de presse qui est organisée par, la part communiste issue des services de presse de la guerre. Donc Paul Schmitt est quelqu'un d'important. Et Paul Schmitt avait les liens, les renseignements avec certains services à Londres, du reste des services qui étaient couverts par le gouvernement polonais en exil. Et avait d'autre part des accointances avec les services
gaullistes qui étaient en train de s'organiser. Mais ce n'était pas directement les services gaullistes. Et c'est là qu'André Achiari entre, si je puis dire, dans ces services qui appartiennent à la préparation, notamment du débarquement allié américain, à dominante américaine, du 8 novembre 1942. Je crois qu'on lui attribue un rôle trop important à André Achiari dans la préparation du débarquement du 8 novembre 1942, parce que, comme André Achiari, avec son double rôle, était très surveillé, on l'avait envoyé à Sétif. En quelque sorte, on l'avait déplacé à Sétif, et il se trouve présent à Alger au moment du débarquement. Mais son rôle dans la préparation du débarquement n'a pas été aussi important, de toute façon, que par exemple le rôle conduit par José Aboulker à la tête à la tête du groupe de jeunes qui était mobilisé dans la résistance française. Hein. Et José Aboulker dit bien, j'ai agi comme un communiste français, je n'ai pas agi comme un juif. Et il me l'a encore dit dans son témoignage tout à fait récemment, rappelez toujours que c'est une résistance, quand j'étais dans les jeunesses communistes, que ce n'est pas une résistance au nom de la cause juive, que j'ai participé à la préparation du débarquement allié du 8 novembre 1946. Il y a une très longue notice dans le dictionnaire que j'évoque, une très longue notice consacrée à José Aboulker, parce qu'aujourd'hui, on inverse l'histoire. Hein. Aujourd'hui, on ne dit plus des communistes juifs, on dit des juifs communistes. C'est inverser l'histoire. Comme quand on dit, on ne dit plus des Français juifs, on dit des juifs français. On inverse l'histoire. Donc, vous voyez, il faut faire attention à cet usage des mots. Il faut restituer la résistance dans ses caractères exacts. Alors, c'est là que, si je puis dire, qu'André Achiari accomplit très certainement, parce que les témoignages sur le coup, très certainement ses forfaits de premier bourreau, si j'en puis dire, et de pratiquant de la torture. Car en 1940 et au début de 1941 à Alger, il y a eu une tentative de reconstitution du Parti communiste algérien. Cette tentative de reconstitution du Parti communiste algérien, on en parle très peu, notamment parce qu'elle n'est pas conforme à l'histoire ensuite que va écrire le Parti communiste algérien et même Henri Alleg. Et même Henri Alleg en parle très peu parce que c'est des communistes qu'il ne reconnaît pas trop. Hein. Des gens comme Maurice Laban, ça le gêne, des gens qui ont opté ensuite pour très tôt pour l'indépendance algérienne, ça le gêne. Bon. Donc, je veux rappeler cette histoire de la reconstitution du Parti communiste algérien dans la clandestinité et sous la répression à Alger en 1940-1941. Et cette reconstitution a publié le journal, republié le journal de façon clandestine, hein, c'était un tract tiré sur des Renéos, hein, a publié le journal qui s'appelle La Lutte sociale, qui est le journal de la lutte syndicale et de la lutte communiste en Algérie. Et dans la lutte sociale, en novembre 1940, vous avez un manifeste qui est un appel à l'indépendance de l'Algérie, fait par ce groupe communiste de la clandestinité. Et c'est contre eux qu'André Achiari va, si je puis dire, se faire la main, puisque c'est lui qui conduit les arrestations et la répression contre ces communistes, et on est sûr, commissariat d'Alger, il a supervisé, assisté à la torture, notamment à la torture de deux femmes, Gabi Jiménez, qui restera longtemps membre du Parti communiste algérien, et l'institutrice Lisette Vincent, qui a plusieurs fois témoigné des tortures qu'elle a connues au commissariat d'Alger. Donc, vous voyez, cette fois, André Achiari, dans son action, en quelque sorte, pourquoi? Parce que les communistes, à cette époque-là, mais dans toute l'histoire française, c'est vrai, les communistes sont poursuivis
sont arrêtés, sont torturés. Pourquoi? Pour ce que la police appelle des activités anti-françaises. Alors vous vous rendez compte, là, le comble de l'activité anti-française, c'est de distribuer un tract, un manifeste qui appelle à l'indépendance de l'Algérie. Vous voyez pourquoi l'acharnement? L'acharnement d'André Achiari dans ce moment de 1940-41. Et André Achiari, après 1942, après le débarquement allié, va être, si je puis dire, totalement intégré au service gaulliste, cette fois, au service d'information gaulliste, qui à l'époque sont dirigés par Jacques Hustel. Donc c'est là qu'il va être intégré au réseau gaulliste à partir de 1943. Et en même temps, il va collaborer, si je puis dire, avec son camarade socialiste, qui est gouverneur général de l'Algérie, qui est Yves Châtaigneau. Yves Châtaigneau, alors, je n'ai pas donné la notice avec Paul-Bier, j'ai eu tort, qui sera distribué par la suite, parce que l'itinéraire d'Yves Châtaigneau est également très intéressant. Yves Châtaigneau est fils d'instituteur, lui aussi. Et il est entré en politique en 1936. Il est entré en politique dans ce qui s'appelait le Haut Comité méditerranéen, dont le directeur était Charles-André Julien, le professeur socialiste Charles-André Julien, et qui était le conseiller de Léon Blum dans le gouvernement des Fronts populaires de 1936-37. Moi, j'ai côtoyé très longuement Charles-André Julien, mais il me prenait pour un mauvais parce que j'osais lui rappeler que le gouvernement des Fronts populaires avait quand même dissous l'étoile nord-africaine et que le directeur du Haut Comité méditerranéen et le conseiller de Léon Blum ne pouvaient pas ne pas avoir été consultés et ne pas avoir participé à la décision prise par le gouvernement de Front populaire. Autre parenthèse, le gouvernement de Front populaire n'a pas aboli le code de l'indigénat. Le code de l'indigénat, c'est un peu comme le vote des femmes. L'abolition viendra en 1944 sous De Gaulle, mais il n'y a aucun gouvernement socialiste ou de gauche en France qui ait aboli le code de l'indigénat. Et pourtant, les socialistes ont été ministres des colonies et ministres d'outre-mer. Vous voyez, cette solidarité, si je puis dire, avec la discrimination, l'inégalité qui est dans le système colonial. C'est ce que j'appelle dans les ouvrages d'histoire le socialisme colonial. C'est en quelque sorte, le socialisme colonial veut bien faire des réformes, veut bien combattre les bavures ou les excès de la colonisation, mais ne veut jamais mettre fin au régime colonial. Donc c'est une façon de reconduire la colonisation. Alors, je dis cela parce que Châtaigneau devient le protecteur d'André Achiari. Alors, il faut savoir que, comme gouverneur, Yves Châtaigneau d'abord a obtenu du gouvernement français que les milices, qu'on appelle les milices civiques, mais tout le monde dit les milices patriotiques, comme si l'histoire même d'Algérie allait se répéter par la suite. Donc, ce qu'on appelle les milices civiques ont été dissoutes en France. Et Yves Châtaigneau, gouverneur général de l'Algérie, a obtenu que les milices civiques soient continuées en Algérie. Donc, le gouverneur général de l'Algérie, les préfets et les sous-préfets ont le droit de mobiliser, si je puis dire, les milices civiques. Et ces milices civiques ont des gens qui viennent en général du mouvement qu'on appelle la France combattante, c'est-à-dire des gens qui sont de la gauche, de la gauche, des gens qui appartiennent à la CCO, et des gens qui appartiennent éventuellement au Parti communiste. Et c'est bien ce qu'on trouvera à Guelma quand Achiari fera appel aux milices civiques et il remobilisera très fortement les milices civiques puisqu'il a mobilisé environ 800 hommes dans son action de répression à Guelma. Et c'est possible.
cette fois-ci, puisque les milices civiques, à la demande du gouverneur général de l'Algérie, ont été maintenus en Algérie. D'autre part, Yves Châtaigneau s'est fait attribuer le pouvoir que pratiquement tous les gouverneurs généraux ont eu. Mais il est fait préciser, le gouverneur général a le droit de faire intervenir l'armée, pas seulement l'armée de terre, y compris la marine et l'armée de l'air. On se pose toujours la question de savoir, mais Charles Tillon, le communiste, était ministre de l'armée de l'air. Mais on ne vient pas demander son avis, puisque le gouverneur général en Algérie a le droit de faire intervenir l'armée. Donc, c'est ce qui s'est passé en mai 1945. Et pour aller plus loin encore dans cette histoire va porter maintenant sur d'abord sur la carrière d'André Ashkari, et puis ensuite sur la façon dont on a minimisé les massacres du Constantinois sous bonne garde, si je puis dire, des autorités françaises. Alors, le premier point, très rapidement, André Ashkari, après les massacres de Guelba et les ravages dans l'ensemble du Constantinois, André Ashkari a été appelé au gouvernement général. Il est devenu le conseiller économique d'Yves Châtaigneau. Alors, comme il ne raconte pas que c'est l'initiative d'Ashkari tout seul, ou qu'Ashkari, c'est un exemple en quelque sorte des excès de la colonisation. C'est quelqu'un qui est ouvert et qui est à l'intérieur et qui continue sa promotion à l'intérieur du système colonial. Et c'est comme conseiller économique à partir de 1946 du gouvernement général qui commence à devenir mafieux, qui commence à prendre des intérêts dans les sociétés de construction, et c'est le début de sa dérive qui sera à la fois une dérive d'extrême droite et une dérive de spéculation, d'affaires financières qui sont conduites en même temps. Pour ce qui est maintenant de l'histoire des victimes, si je puis dire, du Constantinois, il faut savoir que c'est le gouverneur Châtaigneau qui a fait interrompre les enquêtes, et y compris l'enquête conduite sous les auspices du général Hubert, qui était un représentant de la France combattante, qui sera le maire d'Alger au titre de la France combattante plus précisément, et son enquête n'a pas été jusqu'à sa fin, a été interrompue. C'est pourquoi, en réalité, il n'y a pas véritablement de chiffres certains dans l'enquête de Hubert. On sortira le chiffre de 12 000, mais c'est un chiffre comme ça, l'enquête n'a pas été jusqu'au bout. Et toutes les enquêtes ont été interrompues par le gouvernement général. Donc, on a arrêté les enquêtes. Et ensuite, le gouverneur Châtaigneau, chaque fois qu'il a reçu une délégation, et notamment il a reçu plusieurs délégations du Parti communiste algérien, notamment une délégation conduite par le Caballero. La réponse, presque qui devient automatique, c'est 6 000 morts. C'est en quelque sorte la vérité officielle. Vous ne devez pas dépasser ce chiffre-là. Et depuis lors, si je puis dire, à titre officiel français, on va cesser de répéter ce chiffre de 6 000 victimes. Et alors, vous voyez, même les historiens français, même Charles-André Julien, parce qu'il ne veut pas faire de peine à son ami Châtaigneau, même Charles-André Julien, il est vaseux quand il écrit sur les massacres du Constantinois. Il fait semblant que ça oscille entre 6 000, le chiffre de Châtaigneau, et 12 000, le chiffre qui n'est pas vraiment établi par le rapport Hubert. Alors que chacun sait que maintenant, en dépouillant les archives autant qu'on puisse aller, on est au minimum, au seuil minimum, dans le dernier livre de Georges Duplanche, le seuil minimum, ça veut dire qu'il faut continuer à chercher, le seuil minimum, c'est de 27 ou 30 000 victimes attestées, si je puis dire. C'est jamais le chiffre exact. J'en parle pas le chiffre de 45 000, c'est un chiffre automatique, ça aussi. Puisqu'il a été cité par l'ambassade américaine, on répète toujours ce chiffre-là. Mais vous voyez, on ne peut pas descendre en dessous de la trentaine de milliers de victimes, et il faut continuer à travailler. Alors pourquoi c'est par solidarité
avec l'État colonial, que l'on entretient en quelque sorte dans l'histoire coloniale ce chiffre de 6 000 morts avec une concession qui peut aller jusqu'à 12 000. Les seuls à avoir franchi cette limite, c'est le journal Alger républicain, qui a fait une enquête en juin-juillet 1945, et les résultats de l'enquête, qui disaient même le chiffre de 12 000 morts est largement dépassé, a été porté à l'Assemblée nationale par José Aboulker. Mais c'est le seul moment où quelqu'un a osé aller plus loin que le chiffre, en quelque sorte, officiel mais sans fondement, la barrière imposée par l'État français. Si je dis tout cela, c'est pour montrer, en quelque sorte, que même à gauche, il y a solidarité avec l'État colonial. Et c'est pourquoi, autant notre travail intellectuel, notre travail d'historien, c'est de ne pas être subordonné à l'État. J'ose même parler, comme on dit, la séparation de la religion et de l'État. Moi, je plaide pour la séparation de l'histoire et de l'État. On n'a pas à faire l'histoire au service des commandes de l'État. Mais en même temps, il faut continuer, si je puis dire, ce travail d'histoire coloniale et d'histoire nationale algérienne pour rompre cette espèce de complicité du silence qui empêche de se prononcer sur la colonisation parce qu'on reste solidaire de la continuité de l'État. Et je crains que ça continue, hélas.